Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la FO est située sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de la FO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de la FO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Roger Kalukuta, coordonnateur de service d'appui à la FO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles l'année passée afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offre active de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et à vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. La nouvelle série de formations virtuelles 2022-2023 débute aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Carl Lamarche qui va nous partager quelques secrets pour mieux maîtriser la vérification comptable au sein des organismes à but non lucratif. Carl possède une expérience de travail dans le secteur communautaire francophone, notamment en titre de gestionnaire des projets spéciaux à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, d'agent de développement des entreprises à la Société de développement communautaire Prescott Russell, de directeur de compte à la Banque de développement du Canada et d'agent de projet. Je laisse maintenant la parole à Carl Lamarche. Merci et bonne formation à toutes et à tous. Bien, merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup, Mamadou et Lisa qui va nous aider avec l'aide technique. C'est un plaisir là, de jaser avec mes anciens collègues, puis vous, avec certains de nos anciens clients. C'est peut-être qu'il y en a des clients actuels aussi. Donc, un beau hello à tout le monde. Je vous remercie d'être avec nous. J'espère que la session d'aujourd'hui vous aidera à renforcer la capacité organisationnelle et financière de votre organisme. Donc, si on peut aller à la deuxième page, Mamadou. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? L'objectif de la journée aujourd'hui est tout simple, c'est d'avoir une saine gestion des fonds publics. Il faut se rappeler que tout fonds public émis par le gouvernement, un des gouvernements, provient ultimement des payeurs de taxes canadiens. Il va de nous tous de bien gérer ces fonds avec de bonnes pratiques de gestion financière dans votre organisme. Cette formation, indépendamment de votre rôle existant, peut vous aider maintenant ou dans des rôles futurs, que ce soit pour la gestion d'un projet, d'un programme ou d'un service. Tous ont un budget à gérer. Ils ont une vérification comptable d'un dossier qui peut être effectué sur ces budgets et opérations-là. Donc, ce serait bon de bien savoir quel type de pièces justificatives là, qui pourraient être analysées. On va passer de ça, à travers de ça un petit peu plus tard. Donc, moi, je suis maintenant chez Patrimoine Canada, mais je vais parler comme au nom un peu de l'AFO, surtout comment l'AFO gère ses fonds de redistribution, mais on peut savoir que c'est très, très semblable là, chez d'autres bailleurs de fonds. Là. Donc, les programmes habituellement qui offrent des fonds aux organismes non gouvernementaux, c'est des organismes sans but lucratif, des associations, des groupes ou certains ont même des organismes à but lucratif comme projets admissibles. On va revoir aussi les exigences financières requises lors des accords de contribution.
Donc, certaines de ces OSEL travaillent en collaboration avec l'Assemblée de la francophonie pour la première fois ou avec des nouveaux bailleurs publics. Donc, ils ne sont pas toujours au courant des exigences financières liées au programme et aux accords de contribution. Même si vous êtes un habitué là, des accords de contribution, c'est certain que ça va vous aider aussi pour avoir là, les petits à côté, là, tous les détails que vous avez besoin d'en connaître un petit peu plus dessus. Donc, la formation va vous aider à mieux comprendre et respecter les exigences financières énoncées dans les accords de contribution de l'AFO. Tout au long de la conversation, de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez alimenter la conversation au cours de la formation en demandant des questions précises qui donnent un certain contexte aux autres participants. Vous pourriez aider les autres là, s'il y a une situation similaire à la vôtre. Donc, on va changer de page, Mamadou, puis si c'est possible, on va y aller avec les questions Slido. Donc, on a quelques questions pour vous, juste pour avoir un niveau de compréhension, là, savoir où est votre organisme dans tout ça. Des questions assez faciles, là, on a juste 3 questions, mais ça va aider tout le monde à établir là, le niveau de formation qu'on a là. Donc, si vous voulez vous joindre au Slido avec ça, mais ils vont mettre vous allez mettre les questions à l'écran, c'est bien ça? Donc, question numéro 1, quel est votre niveau de connaissance dans la tenue de livre et compréhension de rapports comptables? Là, on parle de vous personnellement. Aucun. Une connaissance de base. Donc, vous reconnaissez comme c'est quoi un bilan, un état des résultats, une connaissance moyenne, faites l'utilisation régulière de documents financiers, ou comme une connaissance avancée, donc vous avez plusieurs années d'expérience dans la tenue de livre et à lire et comprendre les états financiers. On va attendre quelques instants pour quelques votes de plus. Laissez-moi savoir, j'ai mis ça là. Combien est-ce qu'on a de votes jusqu'à date? D'autres votes qui rentrent? Oui. Oui, nous avons 7 participants. Donc, est-ce qu'on attend quelques autres votes? Ça rentre? OK, ça continue de rentrer un petit peu. OK, donc on voit la majorité, c'est connaissances de base ou moyenne. Ça dépend évidemment, là, ça dépend toujours de vos fonctions que vous avez là, dans où est-ce que vous travaillez. On peut y aller avec le deuxième Slido. Donc, est-ce que votre organisme utilise un logiciel informatique de comptabilité? Si oui, le mentionner, mais c'est pas mal une question oui ou non. Est-ce qu'ils ont besoin des options des choix de réponse? OK, ça va être OK. Juste quelques réponses qui rentrent. Dans le chat, on a 0.
Donc, c'est pas mal les Sage. Je ne sais pas si vous pouvez avoir de l'aide technique, là. Il y en a qui ne sont pas certains où voter. Ils peuvent simplement utiliser leur téléphone pour scanner le code QR et puis pour en participer. OK, je pense qu'on est bien. Là, c'est pas mal dans le Sage qu'on voit qu'est-ce qui se passe. OK, allons-y avec la troisième question. D'accord. Donc, votre organisme produit quel type d'état financier? Donc, est-ce que c'est seulement des rapports maison, des avis au lecteur, rapports de mission d'examen ou des rapports d'audit? Les trois derniers, là, c'est les trois genres d'état financier faits avec des comptables. Donc, avis au lecteur, c'est vraiment des de base où est-ce qu'ils font seulement transposer l'information que vous leur fournissez dans des états financiers. Mission d'examen, c'est plus pour des entreprises privées. Il y en a des OBNL aussi des fois, mais les OBNL, les OSBL sérieux, là, habituellement, c'est des rapports d'audit parce que c'est des fonds publics, parce qu'il y a différents projets à faire, parce qu'il y a différentes comptabilités pour différents projets à monter. Là, donc, c'est toujours mieux là, les rapports d'audit créés par votre comptable. OK. Donc, retournons à la page là, du PowerPoint pour les objectifs du processus de vérification comptable, le slide numéro 3. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va aider dans la présentation? Ça va vous aider à renforcer la capacité de votre organisme à gérer les accords de contribution. Ça va aider les OSBL à respecter les exigences financières énoncées dans les accords, notamment les exigences en matière d'établissement de rapport. Donc, on va revoir un petit peu là, comme qu'est-ce que les bailleurs de fonds regardent, puis vous aider aussi à quoi regarder dans les ententes, quelles informations qui sont les plus importantes dans les ententes là, pour faire avancer les dossiers. Ensuite, améliorer les règles et procédures de contrôle interne en vue d'atténuer les risques financiers. On va discuter de qu'est-ce que vous devriez vérifier dans vos procédures internes, comment vous devriez faire ça selon vos capacités, évidemment, là, mais si toute subvention doit être justifiée habituellement, là. Ensuite, on va expliquer le processus de vérification et pour aider les OSBL à mieux se préparer pour les vérifications. Donc, quel genre de documents qui pourraient vous être demandés s'il y a des vérifications qui pourraient avoir lieu soit en cours ou en fin de projet. Rappelez-vous, ça dépend des programmes. Habituellement, les programmes demandent 7 ans que vous conservez les documents pendant 7 ans qui pourraient avoir des vérifications par la suite de ça. OK. Donc, changeons de slide. Mamadou. Exigences en matière de gestion financière. Donc, idéalement, dans votre organisme, vous devriez avoir un système comptable informatique. Ça va vous donner une fiabilité des données, une mise à jour continuelle pour assurer le suivi des transactions. Vous voulez toujours avoir vos transactions, votre tenue de livre à jour pour pouvoir produire des rapports à jour. Il y a des bailleurs de fonds qui vont vouloir comme lorsque vous, dans 3 exemples, quand vous faites la demande, ils voudraient avoir un rapport précis. Des fois, c'est un rapport de l'année dernière qui est produit par votre comptable, mais des fois, ils veulent avoir un rapport des états des revenus et dépenses en cours d'année. Par exemple, si le processus se fait comme au mois d'octobre, idéalement, il voudraient avoir comme depuis votre dernière année financière, fin avril, jusqu'à, exemple, fin août, afin que vous puissiez donner comme un état à jour là, de vos finances jusqu'à date, tout dépendamment, évidemment, de votre fin d'année financière.
Donc, il faut que ce soit un système informatisé conforme aux normes comptables généralement reconnues du Canada. Donc, vous assurez là, que c'est les GAP qu'appellent dans le métier. Generally Approved Accounting Practices, qu'on appelle ça. Donc, on voulait parler un petit peu de logiciels, des logiciels populaires au Canada. On n'est pas ici pour vous dire quel logiciel acheter. C'est vraiment votre part, votre due diligence, ce que vous devez faire. On va vous dire comme quelques logiciels qui sont populaires, mais savoir celle qui est précis selon vos besoins. Il faut vraiment que vous établissez vos besoins avant même de savoir là, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Là, donc, est-ce qu'il y a besoin... Donc, les plus populaires, il y a QuickBooks, on a Comba, Sage, Aplos et Zoho qui sortent. À savoir pour vous, ce serait de faire des recherches, voir s'ils ont des versions. Des fois, ils ont des versions moins dispendieuses pour les OSBL, qui sont beaucoup moins dispendieuses. Il y a certaines capacités qui sont limitées, mais c'est à une fraction du prix du logiciel régulier. Savoir est-ce que c'est un logiciel qui peut être offert en français. Si vous travaillez en français, est-ce que vous travaillez en français comme pour votre conseil d'administration, pour vos opérations, pour les bailleurs de fonds, est-ce que vous voulez comme en français ou en anglais? C'est toujours la langue que vous voulez maîtriser. Puis, idéalement, c'est la langue d'opération de votre organisme. Donc, si, par exemple, vos lettres patentes, votre mandat est d'opérer dans la francophonie, ce serait toujours mieux d'avoir des financiers en français. Donc, c'est ça. Donc, pour les fonctionnalités aussi que vous voulez regarder, là, vous voulez regarder comment savoir quel genre comment vous pouvez rentrer les transactions. Est-ce que ça peut être fait de façon virtuelle? Est-ce que ça peut être fait par un scan ou juste une photo? Savoir c'est qui va avoir besoin de ça. Donc, est-ce que vous avez besoin d'amener physiquement toutes les factures ou si ça peut être fait comme de façon virtuelle? Ça, c'est un autre, mais ça dépend encore de vos opérations. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un service de paie aussi? S'il y a une différence entre juste faire la tenue de livre, puis rentrer juste les payes, mais si vous faites les payes à travers votre système d'opération comptable, ça aussi, c'est quelque chose qui peut affecter les coûts. Puis, les rapports financiers requis. Généralement, les rapports financiers requis les plus demandés sont l'état des résultats, donc les revenus moins les dépenses, un bilan à des dates précises, et puis on a le flux de trésorerie également là, qui peut être demandé sur le flux de trésorerie passé ou des projections pour la prochaine année ou les 2-3 prochaines années, là, dépendamment du demandeur. Vous devriez avoir des codifications des comptes financiers par différents types de dépenses. Si on regarde ici, vous voulez appliquer à des projets de subvention, des projets spéciaux qui sont un peu en dehors de vos opérations quotidiennes. Donc, il devrait avoir absolument une comptabilité séparée pour ces projets-là, pour les dates par le projet. S'il y a différents services aussi, donc vos codes devraient être affectés d'avoir des codes pour le type de dépenses, par exemple comme fourniture de bureau ou du loyer, quelque chose comme ça. Mais ensuite, il devrait y avoir des par service. Si vous avez comme une branche qui font des spectacles ou si une autre branche fait de la garderie, il devrait avoir une comptabilité séparée comme ça. Ensuite, si vous avez différents emplacements, si vous avez différents bureaux, il devrait y avoir un autre code dans votre codification des comptes financiers là, qui affecte un bureau ou un emplacement précis pour savoir d'où est la source de ces dépenses. Donc, si vous regardez aussi avec votre comptable pourrait vous conseiller pour un système parce qu'eux aussi travaillent avec des systèmes comptables déjà établis, connaissent les systèmes comptables, puis ça pourrait être une transition beaucoup plus facile si vous avez le même logiciel comptable que votre firme de comptabilité afin de pouvoir faire le transfert des données pour faire les états financiers qui pourraient vous sauver à long terme là, des frais. Pour les versions gratuites ou peu dispendieuses, la
version gratuite, est-ce qu'elle va être suffisante ou bien vous devez aller une version payante qui est plus dispendieuse qu'un autre logiciel, mais qui répond à vos besoins. Donc, les 4 choses que vous voulez regarder, là, c'est les produire, vous devriez être en mesure de produire des états financiers normalisés à tout moment au cours de l'exercice. Puis, par projet, par service rémunéré de l'organisme, par emplacement physique, et puis des dépenses opérationnelles ou des fois, c'est des dépenses en capitalisation. OK, donc on va changer de page, Mamadou. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat au fur et à mesure. Là, Mélissa va pouvoir nous laisser savoir s'il y a des questions. Ah, j'ai une question pour toi, Oui. si tu permets. Pour le payroll, qu'est-ce que tu peux conseiller comme logiciel? Pour le payroll, encore là, ça dépend du logiciel, puis je ne les connais pas. Je n'ai pas tous travaillé, j'ai juste travaillé plutôt avec des uniques. Là. Moi, j'ai travaillé avec le QuickBooks. Je sais qu'il y a les caisses populaires des jardins aussi, les banques qui peuvent aider avec le payroll, à savoir qu'eux ont déjà les logiciels déjà faits. Donc, si vous avez, c'est de voir le point de faisabilité, à savoir c'est quoi le frais que ça coûterait comme à travers d'une banque ou combien est-ce que votre version de QuickBooks ou Sage coûterait de plus pour pouvoir avoir ce service-là à l'interne. C'est toujours mieux d'avoir le contrôle à l'interne de la paye. Des fois, il peut y avoir un petit peu plus d'erreurs à l'interne. Des fois, quand c'est comme un service externe, ils sont habitués de faire ça, ils savent toutes les rates, c'est beaucoup plus automatisé. Là. Donc, il y a moins de potentiel d'erreur humaine, là. Mais il faut vraiment revoir les logiciels un par un là, pour établir ça. Là. OK. Donc, dans les pratiques de contrôle interne, dans vos pratiques de contrôle interne, vous devriez toujours définir les rôles et les responsabilités de toutes les personnes qui participent au processus d'approbation des dépenses et à l'émission des paiements. Habituellement, les tâches suivantes ne devraient pas être accomplies par une même personne. Si on pense à l'approbation des dépenses, l'achat, ensuite l'émission du chèque, la signature des chèques ou l'autorisation des paiements, puis l'inscription des transactions dans le système comptable. C'est 4 à 5 opérations comme c'est là. On comprend que ce n'est pas tout le monde qui ont 4 à 5 employés qui travaillent dans leurs finances, mais il devrait avoir des cross-checks, disons, là, des vérifications où est-ce qu'il n'y a pas une personne qui contrôle tout le processus d'un à l'autre. Ça, c'est très dangereux. Si jamais on a une personne malveillante là, dans l'organisme, ça peut faciliter grandement là, le processus à cette personne-là. Mais toujours comme il doit y avoir un partage des tâches entre l'approbation, l'achat, puis l'émission des chèques. Puis là, au moins, la signature des chèques là, devrait être par quelqu'un d'autre que la personne des finances. Vous devriez toujours avoir une politique de paiement dans votre pratique de contrôle interne. Dans vos statuts et règlements, il devrait y avoir des personnes qui sont les signataires autorisés. Les signataires autorisés là, de votre organisme. Il devrait y avoir au moins 2 personnes. On recommande toujours qu'il y ait deux signatures pour les chèques. Mais 2 personnes, puis une 3e personne au cas où est-ce que, par exemple, l'été, il y en a beaucoup qui sont en vacances, des fois qui ne sont pas disponibles, qui sont en voyage. On sait qu'on a les signatures virtuelles maintenant, mais des fois, il y en a qui sont en voyage dans des zones où il n'y a pas de réception, une aussi bonne réception. Là. Donc, ça serait bon d'attitrer une 3e personne. Puis, il ne faut pas nécessairement toujours attitrer la personne qui est nommée comme telle. Il faut surtout attitrer le poste. Par exemple, président, vice-président, trésorier ou directeur général comme 3e personne.
c'est à vous de déterminer comment vous voulez le faire, mais il devrait y avoir comme d'autres personnes en dehors des opérations là, qui approuvent ça. Donc, comme ça, si c'est le président, par exemple, vous n'avez pas besoin de changer la résolution à chaque fois ou de faire une nouvelle résolution à chaque fois que ces personnes-là changent. Des fois, ça peut être à différents temps de l'année. Donc, c'est en autant que vous mettez le titre. Puis là, ensuite, il y a une résolution pour dire, OK, cette personne-là est votée comme nouveau président, vice-président ou trésorier. Donc, il devrait avoir justement la documentation sur la délégation de ces pouvoirs-là, savoir qui fait quoi, qui peut signer quoi, puis qui peut signer quel genre de document aussi. On peut avoir des documents comme à signer que c'est un chèque. Ça, c'est les personnes dirigeantes, les administrateurs. Mais ensuite, on peut avoir une personne pour faire des demandes de subventions. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être le président, mais c'est une délégation de pouvoir où est-ce que cette personne-là peut faire ça, des achats jusqu'à un certain point. Il peut négocier des ententes sans les signer, mais au moins, on délègue les pouvoirs à ces personnes-là pour qu'ils puissent faire leur tâche dans le processus total. Ensuite, il faut faire la distinction entre les tâches de chaque personne pour empêcher qu'une personne dirige tout le processus du début à la fin. Ça, c'est le plus dangereux, là. Puis c'est ça qui va lever des drapeaux rouges là, chez un vérificateur. S'ils savent, le vérificateur sait que c'est la même personne qui fait toutes ces transactions-là, gros red flag. Parfait, Carl, j'aurais une question pour toi. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un référentiel de contrôle interne pour les OSBL? Non, c'est vraiment au conseil d'administration de déterminer qui va faire quoi. Habituellement, c'est qu'on a le président, le vice-président, mais ensuite, c'est de savoir si vous avez assez de transactions ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un à l'interne, comme le directeur général, qui approuve ces dépenses-là, qui peut faire partie de qui peut avoir cette délégation-là pour pouvoir faire les opérations les plus simples, les plus opérationnelles, des transactions jour à jour qui sont normales, mais peut-être comme quand il y a un seuil qui est dépassé, un seuil d'achat de, je ne sais pas moi, 2000 $ par exemple, bon, mais là, ça peut être un autre genre de processus où est-ce qu'il faut avoir des cotations ou est-ce qu'il faut avoir l'approbation du CA là, avant de faire ces... mais c'est vraiment à chaque organisme de déterminer là, ce qu'ils veulent faire comme processus. OK. Merci, Carl. C'est bien, c'est bien. Donc, une autre chose qui serait à voir aussi quand vous faites le processus d'embauche, il y aura un processus d'embauche rigoureux puis une formation adéquate du personnel qui font partie des transactions financières pour justement savoir les ramifications là, de ce qui se passe, puis de vraiment voir le genre, de t'assurer que tu as des personnes fiables qui travaillent dans ta comptabilité. Idéalement, en ayant une culture organisationnelle exemplaire à tous les niveaux, que ça parte du CA jusqu'au DG, jusqu'à tous les autres administrateurs, puis les employés. C'est important là, que ça vient du top, là, que de démontrer une bonne culture organisationnelle. OK, on va changer de page. Donc, excusez. Dans les mesures de contrôle interne, c'est important, on a parlé du codage des dépenses. Les dates sont très importantes. Il faut savoir distinguer aussi les dates quand vous faites l'application pour une subvention, à savoir la période de cette subvention-là, savoir quand ça commence, quand ça termine. C'est très, très, très important que toutes les dépenses soient achetées et payées en dedans des dates déterminées du projet ou de la programmation que vous avez. Mais si c'est pour un projet, si vous savez que le projet dure du 1er septembre au 31 mars, il faut absolument
payer avoir les documents justificatifs comme avant le 31 mars. Il ne faut pas réaliser le 15 mars que, il nous reste tant d'argent à dépenser, puis on n'aura pas le temps. C'est rendu très tard là, pour demander une extension à ton bailleur de fonds là, pour pouvoir avoir plus de temps. C'est quelque chose qui devrait être fait comme à la fin janvier, là, pour vraiment savoir comme planifier les dépenses qui ont été réalisées à date et les dépenses à venir afin de respecter les dates de l'entente. Donc, on sait que les petites OSBL là, disposent juste d'un personnel restreint. Ils devraient mettre en place une procédure de contre-vérification afin de vérifier que chaque étape a été menée de façon adéquate et qu'aucune erreur a été produite. Donc, la personne peut faire les opérations, mais peut-être avoir une personne qui fait un double-check là-dedans. Là. Donc, plusieurs mesures peuvent être prises par les OSBL afin d'assurer un contrôle convenable des dépenses. Entre autres, la date de réception devrait toujours figurer sur chacune des factures et celle-ci devrait être examinée et approuvée officiellement avant que le paiement ne soit effectué. Les calculs figurant sur les factures devraient être vérifiés et les codages de dépenses, de même que la date à laquelle l'information a été saisie d'un système comptable devrait être inscrit sur la facture ou sur les documents connexes. La façon la plus commune de veiller à ce que ces renseignements soient indiqués sur chaque facture est d'utiliser une étampe pour laquelle cette information est entrée et datée et de faire approuver le tout par la personne qui possède les pouvoirs délégués appropriés. Les preuves de paiement devraient être également classées avec ces factures-là à titre de pièces justificatives qui pourraient être requises lors de la vérification. Lors de la vérification, on regarde deux choses. Il faut avoir la dépense, l'origine de la dépense, qu'est-ce que ça la jette, mais il faut avoir aussi la source des revenus. D'où est-ce que cette source de revenus vient, comment ça a été payé, pour qu'il y ait un lien entre l'objet qui est acheté ou le service qui est acheté et puis la transaction, puis jusqu'à votre compte de banque dans le fond. Là. Chaque employé devrait remplir aussi des feuilles de temps qui devraient être examinées et approuvées par le superviseur. Les feuilles de temps devraient absolument tenir compte du nombre d'heures consacrées au projet par rapport au temps consacré à d'autres activités. Les feuilles de temps devraient être également comptabilisées pour des heures de bénévolat lorsque des investissements en nature doivent être justifiés. Si vous dites que vous faites un investissement en nature à partir de votre compte, votre conseil d'administration, disons, votre conseil d'administration, si vous dites au début du projet que on a 6 membres du conseil d'administration qui vont investir 5 heures de leur temps pendant 3 mois, voici, ça fait tant d'heures, il faut vraiment comme quand il y a une vérification de ça, il pourra avoir le vérificateur pour revenir pour demander, si vous dites que vous avez fait 3000 heures, sont où ces 3000 heures-là? C'est quand même significatif des fois là, dans un budget. Là. Lisa, j'ai vu une question. C'était une question, un commentaire qui est passé? C'est une question de Mme Kankou Kamara. Elle peut même s'exprimer si elle veut. Madame Kankou, vous êtes là? Allez-y. Sinon, je peux partager la question. En fait, et si on n'a pas d'employés, car on est une nouvelle organisation, est-ce que le président ou vice-président peuvent approuver toutes les dépenses et faire toutes les opérations financières avec un système de comptabilité externe, cabinet de CA? On recommande qu'il y ait d'autres personnes comme que vous aviez un trésorier aussi sur votre CA, quelqu'un qui est quand même calé en comptabilité, quelqu'un qui sait comment établir de la tenue de livre, quelqu'un qui sait comment rentrer des informations pour pouvoir créer ces états financiers-là. Oui, vous devez être avec un comptable, mais c'est plutôt après que votre tenue de livre a été faite. Si vous demandez à un comptable de faire toute votre tenue de livre, ça dépend si c'est vraiment un CPA que vous prenez ou c'est juste quelqu'un qui fait de la tenue de livre.
il y a une différence dans les frais, mais ça peut s'accumuler quand même assez vite si vous demandez tout ça à votre comptable, là. Donc, peut-être avoir quelqu'un qui fait de la tenue de livre à l'interne. Ça peut être quelqu'un là, comme à l'externe aussi, mais ça dépend toujours des frais, là. Mais il ne devrait pas avoir, il devrait aucunement avoir 1 à 2 personnes qui contrôlent le processus d'un bout à l'autre, là. OK. Donc, ensuite de ça, les preuves de paiement, les différents types de preuves de paiement aussi. Je vous recommanderais d'aller toujours comme des paiements virtuels. Les paiements virtuels sont faciles à être justifiés, puis tout est enregistré dans vos comptes d'opération bancaire. Grosse chose aussi, là, je sais qu'il n'y a pas tant de monde qui fait ça, là, mais il ne faut jamais effectuer des transactions d'un organisme dans des comptes personnels. L'argent devrait toujours venir de compte de l'organisme. Ça devrait toujours être géré ça. À partir de ça, c'est comme si vous avez votre entreprise. Il faut qu'il y ait 2 comptes pour le personnel et puis le professionnel qui est votre organisme. Il faut complètement séparer ça parce que ça aussi, ça va élever de plusieurs drapeaux rouges, là. S'il y a des comptes, s'il y a des argents qui ont été dans des comptes personnels avant d'aller dans les comptes de l'organisme, ça peut être très dangereux là, pour de la fraude potentielle, là. Même s'il n'y a pas de fraude potentielle, il y a potentiellement une apparence de fraude. Donc, c'est ça qui est dangereux, là. Donc, les pièces justificatives qui sont requises lors des vérifications, on a fait une liste un petit peu plus loin. On va passer à travers de ça un petit peu plus loin. Différentes pièces justificatives qui sont requises. Puis, on a parlé pour les feuilles de temps des employés, incluant le bénévolat. Donc, si on va à la prochaine slide, s'il vous plaît, Mamadou. Mélissa, je vois une autre question. Quelquefois, nous avions besoin... Oh, quelquefois, nous avions besoin d'une carte de crédit pour faire des achats. Est-ce qu'on peut prendre une carte de crédit perso, personnelle, en fait, et ensuite faire le remboursement avec toute la paperasse bien attachée à la transaction? Ça, la réponse, idéalement, ce serait non, mais dans la réalité des choses, on sait qu'il y en a qui prennent leur carte de crédit personnelle pour payer des choses pour l'organisme. Mais oui, comme vous dites, là, c'est vraiment de pouvoir relier l'achat au paiement, à la source de paiement, puis pour pouvoir prouver que le paiement est sorti, puis qu'il a été effectué aussi au fournisseur directement, là. On sait que idéalement, ce serait d'avoir une carte de crédit pour votre organisme, au nom de votre organisme, où est-ce que vous feriez les achats. Puis là, vous pourrez accumuler comme une bonne carte de crédit pour pouvoir augmenter votre crédit là, sur cette carte-là. Parfait, merci Carl. Puis une deuxième question, en fait, s'il vous plaît, les pièces justificatives sont nécessaires pour quel type d'opération financière ou comptable? Toute transaction devra une pièce justificative, que ce soit une petite caisse ou que ce soit un achat qu'un personnel qui est remboursé. Toute opération, il doit avoir un document original. Si vous avez une subvention de 20 000 il devra avoir 20 000 de reçus de factures, là. Il faut... Ça, c'est primordial. C'est la base de la comptabilité, là. Il faut absolument avoir ça. Puis on en repasse ça un petit peu plus loin aussi, là. Donc, pour l'approvisionnement, regardez, je vais vous passer ça rapidement, là, mais il faut vraiment, comme si vous faites des procédures financières à l'interne, ça, dans vos statuts règlements, il doit y avoir quelques règlements, mais à démontrer juste comme que vous avez... s'il y a des achats majeurs qui sont faits, il faut vraiment comme démontrer qu'il y a des recherches qui ont du meilleur rapport qualité-prix qui ont été effectués. Il faut avoir les bonnes commandes, puis les factures rattachées aux factures, s'assurer quand vous recevez les biens que vous recevez le bon bien, la bonne chose qui a été commandée. Puis, éventuellement, vous devriez comme avoir un système d'inventaire aussi, peut-être avoir un système comme il y a des autocollants avec des bar scans, où est-ce que vous pouvez identifier les informations, mais où est-ce que tous les biens
je dirais plus en équipement, mais les biens majeurs de l'organisme, qu'est-ce qui est conservé par l'organisme, devrait être identifié, à savoir la date d'achat, le modèle, la marque, un petit peu qu'est-ce que ça fait, là, une petite description pour que vous ayez ça en quelque part, pour que vous sachiez aussi, comme si vous prêtez cet équipement-là, c'est qui l'a, où est-ce qu'elle est rendue, où est-ce qu'elle revient, depuis quand que ça a été prêté. C'est des choses aussi là, qui devraient être identifiées avec un système d'inventaire. Donc, évidemment, quand vous faites des achats, les inscrire dans le système comptable. Là, pour les signatures et approbations, je pense qu'on en parlé un petit peu. Là. Si tu veux changer la slide, Madou. Donc, savoir une ou deux signatures. Idéalement, ce serait 2 signatures pour les paiements par chèque. Il peut y avoir des virements bancaires ou en espèces. On recommande le moins possible en espèces. Donc, le contrôle de base sur les paiements nécessite une ou préférablement 2 signatures sur chaque chèque, selon les normes de pratique interne de l'organisme. Dans la mesure du possible, 3e signataire doit être nommé en vue de remplacer un des 2 signataires habituels en cas de congé, des vacances ou voyage. Il faudrait clairement aviser les signataires de leurs responsabilités avant de leur accorder les pouvoirs et un échantillon de la signature de chacun d'entre eux devrait être versé au dossier. Vous devriez avoir une version écrite, mais vous devriez avoir une version électronique aussi de leur signature. La gestion de la petite caisse constitue un autre aspect du contrôle interne dont il devrait toujours tenir compte, même si les montants concernés sont souvent minimes, puisque le niveau du risque associé aux transactions en espèces est généralement élevé. Donc, la petite caisse devrait être suffisante pour couvrir les paiements d'urgence en espèces. Ça ne devrait pas être des opérations régulières. Ça devrait être comme où est-ce qu'il n'y a absolument aucune autre option que de payer en espèces. Donc, de regarder à peu près l'argent nécessaire pour un mois d'exploitation. Habituellement, un montant de 100 à 200 $ est suffisant. Les paiements en espèces devraient être exceptionnels. Donc, une personne qui devrait être désignée pour s'occuper de la petite caisse et ses responsabilités devraient lui être clairement définies quant au paiement effectué. Il devrait savoir comme quel genre de paiement effectué, à qui effectué, qu'est-ce qui peut être fait, mais si c'est en dehors des dépenses absolument régulières, il devrait avoir une consultation avec soit le DG là, ou le président. Là. Elle seule devrait avoir accès à la petite caisse, cette personne-là. Les demandes de fonds prénumérotées devraient être remplies et signées par la personne qui reçoit les fonds, devraient être conservées dans la petite caisse. Donc, ces petits coupons-là devraient avoir au moins l'information essentielle, à savoir où ça a été acheté, le montant, la date, par qui, puis savoir c'est quoi aussi à peu près. Des fois, on a surtout dans les petites caisses, c'est comme juste des rubans de caisse, là, où est-ce que c'est des codes, comme plutôt que ça dit qu'est-ce qui a été acheté exactement. Donc, les coupons de petites caisses devraient aussi savoir comme qu'est-ce qui a été, quel objet a été acheté. Là. Donc, allons à la prochaine, Mamadou. Exigences relatives à la documentation. Donc, potentiellement, vous devez classer ou il doit y avoir une accessibilité aux documents pour une vérification future sur 7 ans. Il y en a qui disent aussi 6 ans après la fin du projet, mais conserver ça sur 7 ans, il pourrait avoir une vérification faite à n'importe quel temps là, dans les années futures. Donc, un type de documents à conserver. Les originaux des factures, les preuves de paiement, les documents devraient être numérisés. On a une section sur les documents là, qui s'en vient, là, où on a plus d'exemples de documents. Donc, renseignements sur la transaction, le montant, la date, et puis la provenance et la sortie des fonds. Donc, on veut savoir la provenance pour savoir quel budget paye ça, et puis une preuve que la sortie, que les fonds ont sorti de votre compte de banque. Donc,
Les types de documents pour déterminer la facturation, ça devrait démontrer la commande, la livraison, l'achat et le paiement des biens et services. On sait que c'est probablement différents documents. Le paiement doit démontrer la source des fonds, l'approbation de la dépense et puis le paiement. Donc, les fonds sortent de votre compte bancaire. C'est important aussi de faire la différence entre le moment de la transaction, donc la date pour évaluer la situation financière, donc pour votre cash flow. Donc, dans votre trésorerie, ça, c'est la transaction est là pour votre cash flow au moment où est-ce que c'est payé. C'est plus comme où est-ce que l'argent rentre ou sort de votre compte de banque versus la date dans l'état des résultats financiers. Donc, si un bien est acheté comme le 15 mars, bien, ça devrait aller dans les états financiers jusqu'avant la fin mars, même si ce n'est pas payé avant le mois d'avril, mais on s'entend qu'en fin d'année, tout devrait être payé là, pour qu'il y ait la plus petite réconciliation financière possible. Là. Donc, les documents liés aux transactions représentent les antécédents financiers d'une organisation. Si une vérification était effectuée, les documents à l'appui des demandes de remboursement des dépenses seraient examinés par un vérificateur. C'est pourquoi il est essentiel que ces documents soient versés au dossier dans les locaux du bénéficiaire et qu'ils soient facilement accessibles aux besoins. Ça ne devrait pas être nécessairement juste gardé chez une personne privée, ça devrait être dans les bureaux de l'organisme. Les accords de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario contiennent une disposition qui énonce la durée pendant laquelle les documents de travail du projet devraient être conservés par le bénéficiaire, généralement pour une période minimum de 6 ans après la date d'achèvement. Ça peut varier selon les bailleurs de fonds, mais seulement 6 à 7 ans, c'est ça qu'est-ce qui est montré. Là. Mais ça... J'ai une question de mon côté. En fait, est-ce que les logiciels comptables ne traitent pas déjà de la portion provenance et sortie des fonds? Oui, absolument. Absolument. Vous devriez pouvoir rentrer comme vos comptes de dépenses, mais vous devriez pouvoir rentrer aussi votre compte de revenus. Où est-ce que ça vient? Donc, est-ce que ça vient, c'était un revenu qui a été payé, qui a été reçu de la vente de billets, de la vente de biens et services de l'organisme? Est-ce que c'est un revenu qui est venu d'un bailleur de fonds, soit privé ou gouvernemental? Est-ce que c'est des commandites? Donc, vous devriez pouvoir rentrer ces différents types de fonds-là, puis même vous devriez rentrer comme les différents bailleurs de fonds devraient être comme chacun avoir leur propre compte là, pour pouvoir faire la différence. Puis même certains bailleurs de fonds, ils prennent en avoir deux parce que vous avez peut-être comme un entente de subvention pour la programmation annuelle, ou est-ce qu'il y a un montant annuel qui revient, mais si vous faites un projet unique aussi avec le même bailleur de fonds, donc il devrait avoir, c'est une autre source de revenus, ça vient de la même endroit, mais c'est pour une autre source budgétaire, disons. Donc, il doit y avoir une différence qui est faite avec ça aussi. Là. Donc, il faut toujours verser au dossier les documents originaux. Dans le cadre d'une vérification éventuelle, les copies ne seront pas considérées comme des documents à l'appui valides. Si les imprimés d'ordinateur ou des documents numérisés constituent les seuls documents à l'appui, la signature originale d'un représentant autorisé du fournisseur devrait y être apposée. En règle générale, le bénéficiaire devrait verser au dossier tout document qui contient des renseignements sur la transaction, la pertinence de la dépense pour le projet, le montant, la date où la dépense est engagée et tout pouvoir lié à cette dépense. Les dépenses enregistrées d'un système au moyen d'écriture de journal doivent faire référence aux documents de travail indiquant les calculs qui ont été utilisés pour déterminer ces montants. Donc, il faut avoir comme la source, le numéro de la facture, d'où est-ce que ça vient. Tu sais, s'il y a un paiement différent pour payer 3 ou 4 factures différentes à un même endroit, vous devriez pouvoir faire la différence, avoir différentes écritures là, pour chacune de des documents qui est payé pour pouvoir référencer dans le futur, savoir comme pour que vous puissiez facilement savoir, OK, le code 611, c'est le projet de Canada en fête. Donc, vous savez que toutes les dépenses qui sont dans le 611, c'est pour le projet Canada en fête. Puis le dossier doit aussi inclure toute correspondance liée aux approbations accordées par l'AFO au sujet de coûts qui ne sont pas précisément visés dans l'entente de contribution. Dans les ententes, si des fois vous faites
vous faites une demande originale, il peut se passer un certain temps entre le moment de la demande, le moment de l'approbation, puis le moment de votre projet. Des fois, ça évolue. Des fois, il y a des dépenses qui devaient être dans ce projet-là, par la force des choses, ont été payées par une autre source avant que l'argent ait été approuvé. Donc, ce n'est pas admissible comme dépense si ça a été enregistré avant que les fonds ont été approuvés. Mais s'il y a d'autres dépenses qui ont été reconnues là, pendant ce temps-là, il faut avertir votre bailleur de fonds. Il faut avertir la FO pour savoir, OK, voici le plan qu'on avait, voici qu'est-ce qui est arrivé. Ça peut être multiples raisons aussi. On a changé la vocation, donc à la place de faire un événementiel en personne, on a fait un événement en virtuel. Donc, au lieu de payer pour des artistes, on paye encore pour des artistes, mais c'est différent en fond, mais on paye plus pour de la technique, ce côté-là, si c'est en virtuel, mais il y a moins comme d'éclairage, évidemment, le son, c'est pas aussi la même. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que si votre budget change, si vos rubriques de dépenses dans le budget changent, vous devriez en avertir votre bailleur de fonds le plus tôt possible pour pouvoir faire ça. Il ne peut pas vraiment arriver la dernière semaine pour dire « Ah, ben c'est pas ça le projet qu'on a fait. On a complètement changé le projet, puis on a fait ça, puis c'est ça qu'on soumet à cette heure. » Bien, ça, c'est pas le projet qui a été approuvé par votre bailleur de fonds. Ça peut influencer négativement votre relation avec le bailleur de fonds si vous faites des choses qui vous avez été contracté par une entente pour dire « OK, voici ce que vous devez faire avec ces fonds-là », puis c'est pas ça l'utilisation des fonds qui a été faite ou ça a été dit à la dernière seconde, c'est pas vraiment juste pour le bailleur de fonds là, de faire quelque chose comme ça. Donc, vous devez toujours les informer aussitôt que vous savez de votre côté. Là. Parfait, merci Carl. En fait, tu as quand même répondu à cette question, mais je vais la repréciser. En fait, qu'arrive-t-il si des fournisseurs ne présentent pas leur facture ou même s'ils n'encaissent pas leur chèque avant fin mars? OK, ça, c'est une autre question. Aussitôt que vous avez comme... C'est à vous d'exiger la facture. Si vous faites comme... si vous faites une transaction avec quelqu'un, c'est à vous d'exiger la facture, d'exiger la pièce justificative s'il veut se faire payer. Vous ne pouvez pas payer quelque chose où est-ce qu'il n'y a pas une facture qui est produite par votre fournisseur. Donc, ça devrait être entendu avant même de faire l'achat. Puis, le fait que tu es sur un budget aussi qui doit être dépensé avant la fin mars aussi. Donc, si tu as dit, si tu ne peux pas me fournir toutes mes choses avant le 25 mars, moi, je ne peux pas te sortir un paiement avant le 31. Puis si je ne peux pas te sortir un paiement avant le 31, ben l'argent n'est pas disponible. C'est aussi simple que ça. Là. Ils doivent apprendre à travailler avec... Je suis sûr que vous n'êtes pas le seul organisme là, qui est au SBL là, qui fait ces demandes-là. Tout le monde sait habituellement, c'est comme la fin mars, la plupart des bailleurs de fonds et puis les OBNL là, ont leur fin d'année. Ça que tout le monde sait. Donc, c'est de se préparer d'avance. C'est de ne pas y aller à la dernière seconde, de ne pas y aller comme dans la dernière semaine de mars. Vous devriez avoir des rencontres pour voir comment vos finances vont. Si vous faites comme à la fin janvier, OK, il reste 2 mois, où est-ce qu'on est dans les dépenses? Où est-ce qu'on devrait en être? Qu'est-ce qui reste à dépenser? Puis ça va être dépensé avant la fin mars. Mais il faut absolument, c'est primordial. C'est primordial de dépenser ces fonds-là avant à la fin de l'entente. Sinon, ces dépenses-là pourraient ne pas être admissibles. Puis quand on est rendu au point d'une vérification comptable, c'est les chiffres qui parlent, c'est les documents qui parlent. Vous pouvez essayer de convaincre la personne autant que possible que l'autre personne a fait une faute ou qu'il est en tort, mais c'est le document. C'est comme l'entente doit être entre telle date et telle date. Les fonds, les facturations, l'obtention des biens et le paiement de ces biens-là doivent être entre ces dates-là. Ça, c'est primordial. OK, donc allons à la prochaine, l'admissibilité des coûts. Ça, je vais juste me sortir une petite à côté ici. C'est très important quand vous faites des demandes de subvention que vous lisez les lignes directrices.
Chaque programme a différentes lignes directrices, puis ont également différentes dépenses admissibles et non admissibles. C'est important que vous relisiez ça parce qu'il y en a rendu à un certain point, si vous ne regardez pas ces lignes directrices-là, si vous mettez des dépenses non admissibles ou si vous mettez un objectif de projet qui est non admissible ou qui n'est pas dans les priorités du programme, ça peut être très facilement refusé, sinon même rendu non admissible. C'est 2/3 de vos dépenses de votre budget qui ne sont pas admissibles selon les paramètres comme les lignes directrices du programme. C'est très facile pour le comité là, de rendre ça non éligible ou de refuser ça. Là. Parce qu'entre vous et moi, il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent avoir cet argent-là. Je ne veux pas dire que c'est du free money, mais c'est une subvention, donc ça n'a pas besoin d'être remboursé. Donc, vous avez beaucoup de compétition là, en tant que bénéficiaire potentiel. Là. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté quand vous faites la demande. Donc, réviser les objectifs et les résultats attendus pour le volet là, du programme que vous voulez regarder. Des fois, c'est basé sur des activités, des fois, c'est basé sur tel type d'activité ou c'est sur un genre spécial de livraison de services. Donc, il ne faut pas nécessairement dire « Ah, j'ai tel projet que je veux faire approuver ». Il faut vraiment comme lire les lignes directrices des projets, des programmes, puis voir qu'est-ce qui fitterait, c'est quoi la priorité qui fit le mieux là-dedans pour vous autres, là, si vous avez essayé. Même si pour vous, c'est un projet prioritaire, mais si ça ne rentre pas dans les lignes du programme, il y a une plus haute chance que ça va être refusé. Là. Donc, on va voir les objectifs, les résultats qui sont attendus, puis les groupes qui sont ciblés. Évidemment, comme regardez votre date limite, n'appelez pas, s'il vous plaît, votre bailleur de fonds à 2h30 l'après-midi que la date limite de votre demande, qu'elle doit être faite. Là. Vous devriez appeler plusieurs semaines à l'avance pour dire, OK, voici le genre de projet que j'ai. On ne peut évidemment pas dire si c'est refusé ou non, mais on peut vous enligner à savoir, regardez, voici quel genre de projet qu'on regarde, voici les frais qui sont éligibles ou non, que vous sachiez au moins quel genre de projet que vous voulez faire, quel genre de dépenses. Des fois, c'est juste aussi simple que ça ne peut pas être des salaires ou ça peut être des salaires, mais ça ne peut pas être des frais professionnels. Donc, au lieu d'embaucher un expert conseil, c'est quelqu'un qui doit être embauché à l'interne parce que pour les paramètres du gouvernement, ça fait comme de la création d'emplois. On ne se leurra pas que les subventions, les contributions du gouvernement, c'est pour aider à créer et retenir des emplois dans tous les domaines. Donc, regardez aussi qui peut faire la demande, que si vous êtes un organisme éligible, puis si les projets et les dépenses sont éligibles dans ce que vous présentez là. Donc, il faut évidemment que ce soit des coûts raisonnables et admissibles au programme. Coûts raisonnables, à force de faire ça, là, les agents de programme voient la valeur que vous apportez au projet. Des fois, il y en a qui veulent... ils veulent comme faire une demande de 35 000 pour créer un dépliant. C'est comme, il n'y a pas grande valeur qui est apportée comme un projet comme ça. Fait que vous voyez, nous, quand on évalue les projets, on regarde, OK, qu'est-ce qui va avoir la meilleure valeur? Qui est-ce qui va en faire plus pour la communauté avec le montant d'argent qui serait remis? Donc, il faut que vos coûts soient raisonnables. Il faut que vos coûts soient en dedans de qu'est-ce que le programme peut financer. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont revues là, par le comité de sélection. Donc, regardez aussi la période visée par l'entente de contribution pour les dépenses engagées et à être payées. Ça, on sait que c'est jamais évident. Il y a des restrictions un peu partout. Tout le monde, c'est à la dernière minute des fois, mais il faut vraiment voir, OK, ce projet-là, ça va être pour un projet du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
ou soit que c'est comme de septembre 2022 à mars 2023. Donc, allez pas mettre des dépenses, si ça commence en septembre, allez pas mettre des dépenses qui sont là pour l'été parce que c'est certain que ce ne sera pas approuvé pour l'été. Puis même des fois, les réponses tardent un peu, là, comme même au début là, des dépenses, du calendrier. Là. Donc, c'est de revoir ça, s'assurer que vous avez des dépenses qui fit dans le calendrier que vous allez voir. Donc, plus que vous montrez de détails dans vos coûts admissibles, par exemple, comme dans les salaires, si vous dites comme, si on a quelqu'un qui dit, OK, ben oui, j'ai quelqu'un, on va avoir un coordonnateur de projet, puis on va avoir une personne d'administration qui vont s'occuper de ça, puis ça, c'est 40 000 où est-ce que vous êtes allé chercher 40 000 là, donc, il faut vraiment dire, OK, on a un coordonnateur de projet qui va travailler à 25 heures par semaine, à 10 semaines, à tel taux horaire, ça fait 26 420 L'autre personne d'administration va travailler 10 heures par semaine pendant telle semaine à tel montant de l'heure. Des fois, vous pouvez mettre des bénéfices sociaux aussi, un pourcentage là-dessus. Mais OK, c'est comme ça, vous êtes arrivé. Fait que là, comme ça, on sait, si jamais vous êtes accepté, vous sachez qui vous avez besoin, combien d'heures, puis que vous êtes prêt to hit the ground running, comme on dit, là, que vous êtes prêt vraiment à avancer à le projet que vous connaissez. Puis nous aussi, plus qu'on a de détails dans vos budgets, plus qu'on reconnaît que vous avez l'expérience, vous avez déjà fait ça, vous connaissez comme quel genre de projet, puis quel genre de dépenses qu'il y a, puis quel genre de, des sous-dépenses, des dépenses non planifiées, disons, que vous pouvez avoir. Là. Donc, c'est important de mettre ça le plus de détails possible selon les coûts admissibles là, des projets que vous voulez appliquer. Donc, aussi, contrat de sous-traitance. Donc, il devrait, si vous dites qu'il y a des experts conseils, décrivez la nature du travail qu'eux vont effectuer, le temps de réalisation de ce projet-là, savoir combien que ça va coûter après, là, à peu près dans les livrables. Là. Donc, si je regarde un petit peu, juste des exemples, qu'est-ce qu'on avait, nous autres, dans le fonds de secours des OBNL francophones pour le fonds de l'AFO. Les exemples, vous allez voir comme c'est la programmation, mais avec l'AFO, c'est plus spécifique à des projets. Puis je vais juste vous donner comme exemple qu'est-ce qu'il y avait, comme c'était les salaires et avantages sociaux qui pouvaient avoir des frais de loyer, dépenses d'adaptation des espaces physiques. Tu sais, ça, c'est de la location de salle ou ça, c'était pour la pandémie pour réadapter les espaces physiques. Services publics, ça peut faire partie de ça aussi. Hydro, gaz naturel, les taxes d'eau, des choses comme ça. Les assurances. Mais si c'est... Faites juste faire attention si c'est pour un projet particulier. Si vous faites un projet particulier sur 12 mois, si c'est pour un projet et non pas comme pour une programmation régulière ou est-ce que c'est vos opérations de base, vous ne devrez peut-être pas nécessairement facturer votre facture de loyer au complet pour le prochain 12 mois sur ce programme-là, surtout quand le programme dit ben c'est pour 6 mois. Mais ce n'est pas une subvention pour un projet particulier ne devrait pas financer toutes vos dépenses administratives d'un bout à l'autre. Ça, c'est un peu un drapeau rouge, là, parce que c'est comme demander de payer pour toutes les dépenses de l'organisme. Là. Donc, ça aussi, ça peut donner moins de chance à des demandes là, où est-ce que les frais ne sont pas raisonnables comme ça. Les honoraires professionnels, comme je vous dis, s'il y en a, il faut démontrer d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est pour des conseillers juridiques, comptables ou en gestion de projet? Ça peut être des gestionnaires d'événements, si vous faites des événements, des experts conseils particuliers en planification stratégique ou en marketing ou des études de marché, selon le type de projet là, que vous appliquez pour. Marketing et médias sociaux aussi. Ça, il y en a. On s'entend aussi qu'il y a une tendance aussi à investir plus dans les médias sociaux. Fait que des fois, tu sais, du marketing, il y en a qui en font encore, comme dans les journaux, par exemple, mais c'est des choses qui coûtent très cher versus faire ça à travers vos médias sociaux. C'est pour ça que c'est très important de bâtir une banque de données de vos médias sociaux, de vos
votre marché cible, dans le fond, là, tous vos participants, tout le monde qui peut être propice à participer à vos activités, c'est de loin la meilleure façon d'aller chercher d'organiser vos activités et d'aller chercher vos participants. Donc, l'équipement, s'il y en a qui ont besoin des logiciels informatiques, mais ça, il faut vraiment que ce soit relié au but du projet. Je termine rapidement avec qu'est-ce qui n'était pas admissible, comme des études environnementales, des équipements de bureau, du mobilier qui n'étaient pas reliés au projet. Si c'est relié au projet, ça pourrait être correct, mais des frais d'amortissement non plus, ça, c'est des dépenses comme non monétaires, premièrement. Coût d'acquisition d'un terrain, ça devrait habituellement être pas pour acheter de l'immobilier, moins que le programme est pour ça. Mais il ne devrait pas avoir de frais d'association professionnelle, des honoraires de lobbyistes, puis d'honoraires aux administrateurs là, qui ne devraient pas être payés, puis ça ne devrait pas rembourser des dettes non plus. Là. Donc, juste une petite chose avant de finir cette slide-là, pour les dépenses ou investissements en nature, les demandes de remboursement des dépenses en nature doivent être documentées. Donc, la méthode d'évaluation utilisée en vue de déterminer la valeur monétaire des dépenses ou des contributions doit être appropriée à un taux minimal de 15 de l'heure. Habituellement, c'était un taux minimal là, avec la fois qu'on disait selon le nombre d'heures effectuées, ou un taux jugé approprié là, selon l'expertise apportée au projet là, par la personne. Des fois, comme on a des personnes très expérimentées ou on a des consultants des fois sur des CA, ou est-ce que si eux y amènent, même si c'est en nature, ils ne chargent pas pour, ça peut valoir plus que 15 de l'heure. Là. Donc, ça c'est peut-être justifié. Là. OK, prochain. Merci. Oh, merci, Oui. Pierre. En fait, j'ai une question qui est plus spécifique. Habituellement, quel est le pourcentage des honoraires professionnels dans les dépenses globales d'une OSBL? Ça dépend. Ça dépend des projets que vous faites. Les honoraires professionnels, de base, ils devraient toujours avoir de la comptabilité. Votre comptable, là, de créer les états financiers, puis la tenue de livre, ça pourrait être entre 5, 7, 8 000 par année, dépendamment là, qu'est-ce que vous faites, mais ça peut être aussi peu que 2, 3 000 aussi si vous faites juste toute la tenue de livre à l'interne, puis vous avez juste besoin des avis au lecteur. Là. Donc, c'est vraiment de discuter avec ça. Il y a des dépenses d'avocats juridiques aussi, des fois qui peuvent être justifiées. Mais si vous avez des projets, c'est vraiment comme selon les projets que vous avez été approuvés. Là. Habituellement, vous ne devriez pas avoir besoin de trop d'honoraires professionnels autres que légal et comptable là, dans vos opérations régulières. Mais si c'est pour des honoraires professionnels, là, particuliers pour des projets, parce que oui, on s'entend que des projets, ce n'est pas sur base continue, ce n'est pas sur base indéfinie, disons, donc vous ne pouvez pas embaucher un employé. Donc, il y en a souvent qui utilisent comme un expert conseil là, pour la durée d'un projet. Mais il n'y a pas... Je ne peux pas dire qu'un pourcentage particulier parce que ça dépend de vos opérations, ça dépend des projets que vous faites, ça dépend des argents que vous allez chercher. Donc, une année, vous pouvez avoir comme un certain montant d'argent plus pour de la programmation régulière, mais c'est une autre année, comme il y a encore cette programmation-là, mais si vous prenez 3 projets majeurs, bien, cette année-là, ça peut être comme 10, 15, 20% là, de votre chiffre d'affaires pour des honoraires professionnels si vous faites la plupart des choses à travers eux. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffre définitif. Là. OK. On avait une autre question, Mélissa? Oui, définitivement. En fait, c'est la différence entre rapport financier et les états financiers. OK. Donc, ça, les états financiers, c'est les états que vous allez produire avec votre comptable grâce à l'accumulation de votre tenue de livre, de tous les revenus et les dépenses que vous avez faites dans l'année. Donc, ça, c'est les états financiers qui regroupent l'état des résultats, les revenus moins dépenses. Ça regroupe aussi le bilan. Le bilan, là, m'excuserez, moi, je viens du côté commercial, là, fait que j'ai les noms commerciaux, là. Je n'ai pas les noms techniques là, pour les OBNL, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Ensuite, il y a l'évaluation du flux de trésorerie, qui est votre cash flow. Donc, ça, c'est plus pour les états financiers qui auraient besoin d'être fournis. Les états financiers partiels aussi, des fois, comme on demande comme un état des revenus et des dépenses entre tel mois et tel mois. Donc, ça fait plus comme partie des états financiers que vous devez produire comme organisme. Les rapports financiers qu'on parle, c'est plus des rapports financiers de fin de projet où est-ce que vous devez déclarer les revenus et les dépenses exactes pour ce projet-là. Donc, c'est quand vous faites ça, c'est votre rapport de redevance au bailleur de fonds qui, lui, veut savoir comment l'argent a été dépensé. Puis aussi, habituellement, il y a des statistiques sur la participation, nombre de participants, nombre de formations, nombre d'événements, s'il y a des nombres d'emplois qui ont été créés ou retenus. Donc, ça, c'est plus ça pour les rapports financiers, ce côté-là. Mais grosso modo, des fois, ça veut dire la même chose. Ça dépend juste qui parle. Là. Mais c'est vraiment comme les rapports seraient vers votre bailleur de fonds. Tandis que les états financiers, ça, c'est à produire là, à chaque année. Parfait, merci Carl. Puis, est-ce que les consultants communautaires font partie des honoraires professionnels? Oui, consultant, ce serait dans les honoraires professionnels. Il faut toujours s'assurer comment est-ce que c'est défini selon le programme. Lisez dans le programme, savoir si vous pouvez avoir des honoraires professionnels ou non. Puis des fois, même, ils disent, vous pouvez avoir des honoraires professionnels, mais seulement sur ça, ça et ça. Donc, c'est ça qui est encore important là, de voir là, dans les lignes directrices. Là. Si c'est plus vers des salaires qui veulent que ce soit financé ou bien des honoraires professionnels. Là. Parfait, merci Carl. Ça répond à la question, Mélissa? OK. Exactement. OK. Bon. Donc, Mamadou, allons à la prochaine page, justement, parlant de rapports financiers. Donc, ça, c'est les rapports financiers que vous avez à fournir à vos bailleurs de fonds. S'il vous plaît, soyez attents dans la réédition de ces rapports financiers-là. On sait que des fois, c'est peut-être un peu les échéanciers, mais c'est parce que ça vient d'autres... ça vient de plus haut, disons. Puis des fois, il y a des accumulations, là, des dépenses qui ont été faites. Puis les statistiques, les participations là, dans les programmes, dans les événements aussi qui doivent être cumulés là, plus haut. Puis c'est que ça vous donne une bonne... vous devez toujours avoir une bonne communication avec votre bailleur de fonds. Vous devez toujours comme être à temps. Ça vous donne des points. Ça l'invite le bailleur de fonds à faire affaire avec vous quand ils n'ont pas besoin de courir après vous autres. Là. Si vous êtes dans une position où est-ce que le bailleur de fonds doit vous contacter à multiples reprises pour avoir les rapports financiers, ça en dit beaucoup sur la gestion de l'organisme. Donc, c'est des signes très inquiétants là, pour des bailleurs de fonds là, lorsque les rapports ne sont pas remis à temps ou sont remis comme avec plusieurs semaines de retard. Là, ça devrait être à vous de rapporter ça à votre bailleur de fonds sans que lui ait à courir après vous autres. Là. Donc, pour les rapports financiers, les exigences sont applicables à la fréquence. Donc, dans votre entente, habituellement, ça va vous dire, OK, voici le gabarit. Ils vont vous fournir un gabarit pour faire les rapports. Ça vous dit aussi si c'est des rapports trimestriels, semi-annuels ou seulement un à la fin. Habituellement, c'est trimestriel qu'ils veulent avoir, mais des fois, trimestriel, c'est plus sur la participation, puis juste à la fin, ils veulent comme des états, des recettes et des dépenses à jour à la fin de votre programme. Là. Donc, c'est important là, de revoir les périodes visées pour les rapports. Vous devriez, au début, dès la première discussion que vous avez avec votre agent de programme, vous devriez comme mettre ces dates-là, les deadlines dans votre calendrier pour ne pas l'oublier. Je sais que vous avez beaucoup de choses en tête des fois, là, mais c'est vraiment comme important de le mettre sur votre calendrier pour si le rapport est dû pour le 15 avril, bon, mais le 5 avril, il devrait avoir telle chose pour finaliser les états financiers pour que ce soit remis à temps pour le 15.
Donc, vérifiez aussi s'il n'y a pas des rapports. Donc, dans les déboursés initiaux, il y a des items sur votre entente qui sont énumérés des fois. Vous devez fournir. Des fois, c'est fourni dans la période comme de la demande. Donc, par exemple, les lettres patentes, si vous avez de l'assurance, si vous avez les états financiers, bien, des fois, c'est fourni comme avant la demande. Comme ça, il y a moins. Plus qu'il y en a qui sont demandés avant la demande, habituellement, moins d'informations qui sont demandées pour pouvoir débourser les fonds par la suite parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est déjà obtenue. Mais relisez, c'est important de relire comme s'il y a, comme par exemple à la FO, on avait un déboursé initial. Ensuite, des fois, il y avait un déboursé intermédiaire où ce que c'était lorsque vous remettez votre rapport du premier 3 mois. Donc, mais là, ça déclenchait un autre déboursé de 30 % par exemple. Puis, à la fin, pour avoir les rapports finaux, il y a toujours un 10 % là, donné comme incitatif pour avoir le rapport final à la fin. Donc, pour justement là, avoir comme des rapports à date. Là. OK. Donc, conformité au budget. Prochaine slide. Donc, justement, je viens d'en parler, voir les conditions préalables aux déboursés initiaux, intérimaires et finaux de l'entente. Puis soyez en constante communication là, avec votre agent de programme. Là, si vous avez des doutes, demandez-les. Puis c'est comme quand vous recevez l'entente, passez à travers rapidement avec. Là, il y a beaucoup d'informations de l'entente qui sont génériques, qui sont, je sais, comme par exemple à la FO, les premières 12 pages de l'entente, c'était la même chose pour tous les bénéficiaires. C'est toutes les mêmes conditions. C'est surtout les 3 dernières pages là, qui ont des conditions particulières à vous. Là, donc, concentrez là, où est-ce qu'il y a des conditions particulières à vous. Les autres, c'est toutes des il faut évidemment en voir, là, mais c'est toutes des conditions pareilles pour tout le monde. Là. Donc, ça aussi, on en a parlé un petit peu, c'est une demande de réaffectation des coûts. Donc, ce n'est pas juste comme savoir s'il y a un changement dans le budget, mais c'est comme dans les rubriques de budget, si vous pouvez réaffecter des coûts, parce que le jury a approuvé votre demande selon le projet original que vous dites. Là, c'est en cours de route, il y a des choses qui changent. Je devrais en informer le plus rapidement possible, mais les objectifs finaux et le produit final devrait être similaire. Là. Donc, c'est important d'avoir une bonne communication là, entre le bénéficiaire et le bailleur de fonds, surtout s'il y a des demandes de changement à l'entente. Il n'y a pas trop de problèmes, des fois, habituellement, si c'est dit d'avance. Mais si c'est dit comme une semaine avant la fin du projet, c'est des choses qui prennent quand même un peu de temps à prendre des décisions dessus. Là. Donc, ça va être beaucoup moins considéré là, si c'est demandé à la dernière minute. Là. Allons à la prochaine slide, Mamadou. Paiements finaux, fin des ententes. Donc, voir l'entente pour les documents fournis pour débourser final. Ça, c'est des choses aussi comme le monde, une fois qu'on a le premier déboursé, il ne voit plus qu'est-ce qu'on a besoin pour le déboursé final. Là. Donc, juste se le mettre quand vous mettez vos reminders dans vos calendriers, de mettre les documents qui sont requis, puis mettez-vous même l'attachement là, pour le rapport final. Donc, ça, vous l'avez quand ça vous pop-up. Là. Donc, c'est à revoir. Donc, les paiements finaux sont effectués en fonction des documents à fournir dans les conditions énoncées dans l'entente de contribution et suite à l'approbation jugée satisfaisante par la FO. La demande finale de remboursement devrait habituellement être accompagnée du rapport final sur le rendement du bénéficiaire qui fait état des données de mesures anticipées, donc les statistiques requises, les emplois créés, conservés dans l'organisme, puis de l'état des recettes et des dépenses actuelles. Donc, les recettes et dépenses finales qui correspondent au poste budgétaire établi par le projet. Assurez-vous également que vos conditions sont maintenues aussi. Par exemple, on avait dans l'effet multiplicateur, il devait avoir une contribution minimale de 30 % du budget total
par le bénéficiaire, que ce soit en argent ou en nature, et d'avoir un 30% de déboursé ou de contribuer par le bénéficiaire. Donc, assurez-vous avant d'envoyer votre rapport final là, que vous respectez les exigences du programme. Donc, ensuite, ils vont demander les états financiers de l'organisme rédigés par un comptable, ceux les plus récents disponibles habituellement, ou tout autre document requis dans l'entente de contribution pour le déboursé final du projet. Si vous demandez comme les états financiers à la fin, c'est beaucoup plus important d'avoir les états financiers puis de remettre le rapport à temps que de dire, par exemple, si votre fin d'année est le 31 décembre, le projet finit le 31 mars, au 31 mars, on espère que vous avez vos états financiers, mais n'attendez pas au mois de juin pour donner le rapport final parce que vous attendez après vos états financiers finaux du comptable du 31 mars 2022. Faites juste donner les plus récents disponibles, donc votre état financier signé par les deux administrateurs du 31 mars 2021. C'est important quand vous remettez des états financiers au bailleur de fonds lors du processus de demande. Puis, au final, dans vos états financiers produits par vos comptables, il y a toujours à la 3e ou 4e page, en bas des avertissements ou en bas du premier bilan, il y a 2 places pour signer les administrateurs. Assurez-vous que ces états financiers-là sont signés quand vous les remettez là, au bailleur de fonds potentiel. Là. Donc, continuons pour la vérification comptable, Madou. Donc, la vérification comptable, ce n'est pas certain que vous allez recevoir une demande de vérification comptable, mais ça peut être fait au hasard, suite à la fin des projets, ou même s'il y a des anomalies soupçonnées comme pendant le projet ou à la fin du projet. Aussitôt que vous faites des choses qui sont hors de l'ordinaire ou qu'on voit des choses qui sont hors de l'ordinaire, ça peut lever des drapeaux rouges. Puis là, des fois c'est demandé au hasard, mais des fois, c'est demandé parce que c'est justifié, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien établies. Une autre chose aussi qu'on marque comme quand il y a des rapports finaux, il y en a, je sais que ça vous simplifie la vie, mais c'est un gros red flag quand vous faites ça, quand vous faites votre rapport final, quand vous vous dites juste comme OK, voici mon budget original. Bon, mais je vais mettre exactement les mêmes dépenses dans les mêmes rubriques pour le rapport final. Donc, c'est pas normal qu'un budget au début, un an avant, corresponde au sous-près à des dépenses actuelles un an plus tard. Donc, ça c'est. Vous ne devriez jamais mettre les mêmes dépenses que vous avez dites au début parce que c'est comme si. C'est comme si vous n'avez pas fait de comptabilité. C'est impossible que ça arrive au sous-près toutes les choses que vous avez codifiées. Là. Donc, c'est comme nous autres, ça me dit, c'est comme si vous n'aviez pas fait les états financiers ou si vous n'aviez pas fait vos transactions financières à temps. Là, donc, c'est vraiment important de mettre les dépenses et revenus actuels dans vos rapports finaux. Donc, ça, les organismes doivent conserver jusqu'à 7 ans les pièces justificatives en dossier. La vérification peut viser soit la conformité des paramètres, comme je vous disais, le 30% qui devrait être investi, ou l'admissibilité des dépenses selon les dépenses admissibles, selon le but admissible du projet. Des fois, ça peut être justifié. La période, les dates des transactions selon les dates de l'entente. Les contrôles internes, il peut y avoir des demandes là-dessus. L'exactitude des coûts rapportés. Donc, les accords qui contiennent une disposition sur la vérification prévoient que l'AFO ou son représentant a le droit de vérifier les comptes ou les dossiers du bénéficiaire en vue de veiller au respect des conditions de l'accord à tout moment durant la période ou suite à la fin de l'entente. Donc, les vérifications de la conformité mettent habituellement l'accent sur les dispositions financières de l'accord et l'évaluation de l'admissibilité et de l'exactitude des coûts faisant l'objet d'une demande de remboursement pour la période visée par l'accord. Donc, il y a 3 objectifs pour ça.
c'est de s'assurer que les fonds versés par l'AFO ont été dépensés en conformité avec votre accord de contribution, puis les termes et les conditions du programme original, pour s'assurer que le projet a été complété tel que prévu aussi et que les dépenses déclarées sont supportées et admissibles. Et ensuite, évaluer si des contrôles internes sont mis en place par le bénéficiaire pour le projet. Donc, pour vous préparer pour une vérification, habituellement, vous allez recevoir une demande de vérification là, par le bailleur de fonds. C'est très rare là, que la personne va juste arriver au bureau là, parce qu'il faut vous préparer pour avoir les documents de prêt dans ce cas. Cela. Donc, en premier lieu, on va communiquer avec le bénéficiaire en vue de lui demander de fournir au vérificateur des renseignements sur l'organisation, son personnel, le système comptable, les contrôles internes en place. Donc, si vous avez des politiques de contrôle interne financier, si vous n'en avez pas, vous devriez grandement devriez avoir les statuts, les règlements, puis avoir une section financière là-dedans. Donc, en consultation avec le bénéficiaire, vous fixez une date de soumission pour les documents requis. Donc, il va y avoir aussi une liste des documents requis pour, habituellement, si ça peut être une demande comme partielle, mais habituellement, si vous êtes rendu au fait à une vérification, ce serait tous les documents, toutes les dépenses et les preuves de paiement pour les dépenses de votre projet-là. Donc, avant la tenue de la vérification, il est utile de rassembler tous ces renseignements, tous ces documents dont le vérificateur a probablement besoin au cours de sa vérification. J'avais une question pour toi, Carl. En fait, s'il vous plaît, un processus de vérification comptable peut en gros prendre combien de temps? Ça dépend de la collaboration qu'il y a du bénéficiaire. Tu sais, des fois, s'il y a des... Ça vous sauve aussi au début, comme des fois au début, il va y avoir quelques questions de demander ou quelques informations possiblement. Si vous êtes efficace là-dedans, si vous donnez des bons documents, si vous justifiez qu'est-ce qui est demandé, ça peut être bon, ça peut être fait comme en dedans d'une couple de jours si vous fournissez les bons documents. Mais si c'est comme... S'il faut faire venir comme un vérificateur, faire une vérification complète de tous les comptes, ça dépend si c'est fait à l'interne par l'AFO, ça peut être fait par le personnel de l'AFO ou par un vérificateur qui agit au nom de l'AFO. Des fois, ça pourrait être la firme comptable de l'AFO ou une firme indépendante qui est embauchée, ou même ça pourrait venir comme d'un ministère. Si l'argent est... je ne veux pas trop spéculer là-dedans, mais des fois, si l'argent vient d'un ministère plus haut que l'AFO, le ministère pourrait peut-être aider l'AFO dans une vérification comptable aussi, ce serait possible. Mais pour ce qui est du temps, là, tu sais, je suis certain que l'AFO vous donnerait comme une semaine ou deux là, pour rassembler les informations qu'ils ont besoin. Puis là, de là, c'est juste de revoir, là, comme d'avoir la rencontre, de fournir les documents. Il peut y avoir une entrevue ou deux qui est donnée pour savoir, comme sur vos processus là, comptables à l'interne, puis les documents qui ont été fournis. Puis ça dépend du type de vérification qui est fait aussi, là, tu sais. Mais ça peut être quelques semaines, mais ça dépend toujours de comme je dis, la collaboration. La collaboration, mais ça peut aller à quelques semaines ou peut-être même quelques mois. Là. Une fois que vous avez donné l'information, c'est à la faute de juger là, le temps que ça prend pour pouvoir faire cette vérification-là. OK, donc là, on va juste donner les exemples un petit peu. Sur cette page-ci, j'ai mis comme documents requis pour la vérification habituellement qui sont obligatoires. Puis l'autre page après, on a ceux qui sont optionnels. Ça va dépendre. Ça va dépendre des informations qui sont fournies ou qui sont requises. Mais il devrait y avoir au minimum tous les documents justificatifs, donc les factures, les preuves de paiement. Il faut pouvoir relier le nom du fournisseur, la date de la transaction, le montant qui a été payé au nom du bénéficiaire, donc vous comme client, sur cette facture-là. Puis là, de là, il faut avoir la preuve de vous comme client
de démontrer que, en gros, c'est de démontrer comme que l'argent est sorti de votre compte, là, donc avoir un reçu ou avoir comme une preuve de paiement, un screenshot de l'Internet, des fois, ça, si vous faites comme vos affaires en ligne. Il peut y avoir différentes formes, mais il faut voir vraiment le nom du client, la date, le montant et la preuve du paiement. Des fois, il pourrait y avoir des contrats d'achat ou de sous-traitance. Ça serait peut-être comme des achats plus majeurs, comme un honoraire professionnel. Ça ne serait peut-être pas sur votre compte des draws, mais comme il voudrait avoir pour pouvoir matcher entre les dates où ce contrat a été donné, le contrat quand il était fait, puis la date qui a été comme soit facturée, est-ce que ça a été facturé à 50% au début, puis ça prend un autre 50% à la fin. Il faut vraiment que ça tombe en dedans des dates là, comme de l'emploi. Puis tout autre renseignement ou explication requis par le vérificateur, soit le personnel de la FO ou qui agisse au nom de la FO. Donc, prochaine slide, Mamadou. Ça, c'est d'autres renseignements qui pourraient être demandés, dépendamment des circonstances. Ça fait que ça, c'est plus circonstanciel. Par exemple, feuille de temps des employés, indiquant les heures travaillées, taux de rémunération, les fiches de paye. Ça fait que ça, c'est fiche de paye est comme considéré comme une facture pour les salaires. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être demandé. S'il y a des salaires qui sont hors de l'ordinaire, ils peuvent demander ces informations-là. Encore là, c'est pas l'information, la source de l'information, la source de où est-ce qu'ils viennent. C'est ça, des fois, comme sur un projet, puis là, on dit, un salaire, c'est comme 25 000 sur le Python. Là, c'est comme, il faut pouvoir justifier, OK, c'est-tu vraiment 25 000 ou c'est juste comme une portion de 25 000 qui a été mise de salaire dans ce projet-là parce que cette personne-là fait d'autres tâches dans l'organisme. Ensuite de ça, soit un plan comptable ou l'imprimer des comptes du grand livre général, ça pourrait aller jusque-là aussi, balance de vérification entre les comptes de revenus et les comptes de dépenses, les rapprochements bancaires, et d'autres rapports de vérification antérieurs s'il y en a eu dans le passé. Ça peut être des bons de commande, les relevés, puis le paiement pour le kilométrage. Si vous dites, on a chargé 3 500 $ de kilométrage, bien, qui est-ce qui a fait ce kilométrage-là, à quel taux, quelle date? On ne peut pas juste dire comme, on a payé 3 500. Il faut vraiment avoir la source d'où ce que ça vient pour comme le vérificateur, si vous n'avez pas la justification de ces paiements-là, si vous dites, j'ai juste comme un 2000 km à 50 sous du kilomètre qui a été chargé, j'ai juste à montrer 1000 $, mais le vérificateur pourrait dire, 3250 moins 1000 $, vous devez 2250. Fait que c'est là que je vous dis, c'est important de tout avoir, de tout documenter, puis on sait que c'est pas toujours évident là, dans les organismes où est-ce que vous n'êtes pas tout le monde, mais on espère que ça ici va vous dire au moins, vous faire prendre conscience de ce que vous avez besoin, parce que plus vous voulez des grosses subventions, plus vous voulez dealer avec des grands bailleurs de fonds, c'est toutes des choses qui sont requises. Donc, c'est pour ça comme que les bailleurs de fonds deal avec du monde, qui deal avec des organismes qui peuvent fournir ces documents-là, qui sont habitués de fournir ces documents-là. C'est ça qui donne les plus grands points là, quand il y a une demande. Des fois, on avait, là, je dois admettre, quand on recevait des demandes là, avec la FO, on recevait des bilans qui ne balançaient même pas, là, puis on avait des états des résultats où est-ce qu'il y avait les mêmes comptes dans les états des résultats que dans le bilan. Donc, si on voit qu'un organisme n'est pas capable de faire un bilan, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance de dépenser raisonnablement les fonds des contribuables canadiens en sachant qu'à la fin du projet, on n'aura probablement pas l'information qui est requise. Il y en a qui se frustraient après ça, mais c'est la base. C'est la base des documents à fournir. Je sais qu'il y en a qui aiment aider le monde, puis c'est pour ça que vous êtes là-dedans, pour aider le monde. C'est très honorable. Les OBNL, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir à la francophonie ontarienne, mais il faut juste pouvoir justifier là, ces fonds-là qui sont investis dans vos organismes.
OK, donc si on continue un petit peu, les contrats des employés, si jamais des factures, des reçus, s'ils sont payés comme, est-ce qu'ils sont payés comme travailleurs autonomes ou est-ce qu'ils sont payés comme employés ou est-ce qu'il y a du régime de pension qui est enlevé, de l'impôt qui est enlevé? Donc, il y a beaucoup de petits organismes qui sont payés comme travailleurs autonomes, mais ça, il faut s'attendre à ce que ces employés-là doivent payer de l'impôt là-dessus. Ils doivent opérer comme une petite entreprise. S'ils sont payés comme travailleurs autonomes, il faut qu'il y ait un numéro d'entreprise enregistré, puis faire ça de façon concrète. Puis des fois aussi, c'est important de faire la différence entre un honoraire professionnel ou le monde appelle ça un employé, mais c'est un travailleur autonome s'il travaille dans l'organisme sans être payé un salaire, en étant payé une facture au lieu d'un salaire. Quelqu'un qui est payé comme ça, c'est que les nombres d'emplois ne peuvent pas être enregistrés là, dans les statistiques. Là. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des salariés, mais on comprend aussi là, que ça ne peut pas être, c'est pas toujours permanent. Contre les employés, les capris de courriel, les communications qu'il y aurait eu entre l'AFO, procès-verbaux des réunions du conseil, comité consultatif, s'il y a d'autres documents à l'appui. Factures envoyées au client, des fois, ou les feuilles d'inventaire, ou toute autre information requise selon le dossier. Donc, dernière page, après, on va pouvoir prendre une couple de questions. Donc, procédure de vérification, on a repassé un petit peu. Vraiment, dans le fond, c'est de faire, il y a 3 phases. La phase de planification, où est-ce qu'on demande les documents requis du bénéficiaire pour évaluer les informations produites par le bénéficiaire. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'examen, où est-ce que le bailleur de fonds ou l'AFO reçoit l'information, puis fait sa réconciliation des coûts entre le budget, le actuel, puis la preuve qu'il y a une facture, puis la preuve de paiement aussi. Donc, il y a comme 3 items actuels, preuve de paiement, preuve de facturation qui doit être réconciliée. Là. Donc, une fois que vous faites ça, vous fournissez la liste des documents requis. Ça permet de formuler une opinion sur l'admissibilité, l'exactitude et le caractère raisonnable des montants vérifiés. Encore là, si vous avez des factures, mais elles ne sont pas admissibles à ce projet-là, ça, c'est quelque chose d'autre aussi qui va être mis, qui va faire partie de la réconciliation. Donc, une vérification permet de formuler une opinion sur l'admissibilité, exactitude, on vient d'en parler, ça. En règle générale, la vérification peut comprendre les entrevues, l'examen de documents et des dossiers, une évaluation du système comptable, une évaluation de la qualité des contrôles internes et vérification d'un certain nombre de transactions. Les chèques émis pour le paiement de dépenses du projet peuvent également faire l'objet d'un examen. Donc, le vérificateur peut évaluer la qualité de la gestion des processus de contrôle liés aux questions telles que les achats, l'examen, approbation des factures, la sous-traitance, la gestion des feuilles de paie, facturation, le codage et saisie des données. Donc, ensuite, il y aura un suivi. Il y aura un suivi suite à ces résultats-là, ce qui est fourni. Encore là, c'est la raison pourquoi on passe à travers aujourd'hui pour vraiment savoir qu'est-ce qui est important de fournir, mais ensuite, il y aura une décision. Est-ce qu'il y aurait une recommandation simple à faire? Est-ce qu'il y a un plan d'action à faire, à monter? Ou est-ce qu'il y a un recouvrement de dépenses pour des dépenses non justifiées? Là? Donc, ça dépend vraiment là, du résultat de ça. Donc, c'est pas mal tout pour tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que c'est beaucoup d'informations tout d'un coup. On peut toujours en parler avec l'AFO si jamais vous voulez communiquer avec moi par la suite. Là.
Oui, puis au niveau du chat, en fait, Carl, il y a des beaux commentaires. En fait, merci Carl, ce webinaire a été très instructif. Merci à l'équipe de l'AFO, bonne journée. Donc, quelques commentaires, en fait, qui sont très appréciés, en fait, au niveau de la formation. Bon, parfait, je vous remercie beaucoup. On va attendre une seconde s'il y a d'autres questions. Si jamais, vous pouvez toujours envoyer là, vos questions à l'AFO, puis on pourra vous aider là-dessus aussi. Il y a plusieurs services à l'AFO là, comme qui peuvent vous aider là, dans les demandes. Puis, n'ayez pas peur aussi, s'il y a des demandes à faire, appelez le bailleur de fonds. Appelez le bailleur de fonds au début du processus de demande, que ce soit à l'AFO ou ailleurs, pour vraiment formuler comme qu'est-ce que vous voulez faire. Ce n'est pas l'heure pour essayer de convaincre les personnes pour dire « Ah, on a un bon projet, vous voulez financer. » Là, vous voulez juste encadrer votre projet pour savoir est-ce que ça fit dans les objectifs du programme? Est-ce que les dépenses sont admissibles? C'est ça que vous voulez voir, puis vous voulez voir quel genre d'objectifs, puis de groupes cibles. Puis, tu sais, des fois, il y a des objectifs, mais il y a des sous-objectifs du programme. Fait que vous voyez vraiment, ah, ben ça, c'est plus comme viser vers les médias sociaux. Ou ça, c'est plus pour faire une activité dans la communauté qui va résulter de nouvelles offres de services. Fait que c'est vraiment important là, de relire ça. Et vite, pour ta question, je suis rendu dans le PALO, le programme d'appui aux langues officielles là, dans le APCH. Parfait. Puis je prends une minute, en fait, pour vous informer que c'est important pour nous de recevoir votre rétroaction en complétant le sondage que j'ai mis dans le chat. Donc, au plaisir. En tout cas, Carl, nous te remercions pour cette brillante présentation. Et aux participantes et aux participants, merci beaucoup pour votre participation. N'oubliez pas, comme a dit Mélissa, de compléter le sondage qui est dans le chat. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, Carl. Merci, collègues Roger et Mamadou. Merci. Merci, Carl. Merci, Mélissa. Merci, Roger. Merci à tout le monde.